Ok, comme je n'ai que 7 minutes, bonjour à tous. Je vous ai quitté hier un peu rapidement, je m'en excuse. Je suis là en ligne. Euh, Euh, Merci à Blama de m'avoir confié cette tâche, parce que j'avoue que c'était à la dernière minute, mais c'est un honneur. Vous ok. m'entendez bien? Oui, Serge, tu peux nous donner juste une minute, le temps d'afficher la présentation. Ouais. Bon, donc, c'est une présentation qui va répondre à un public varié en fonction du niveau de connaissance qu'il a du secteur, mais je pense qu'ici dans la salle, tout le monde est quand même déjà très sensibilisé à tous ces sujets. Donc, peut-être certains auront l'impression qu'on fait du neuf avec de l'ancien, mais vous dire quand même que la situation mérite que l'on continue à croire dans ce que nous faisons. Et je crois que c'est l'essentiel de ce que va essayer de porter comme message cette présentation, même si c'est vrai que des fois on se dit, mais comment on en est encore là, quoi. Je veux bien qu'on affiche. Très bien. Moi, je vais être sur mon écran, je vais couper la caméra, parce que sinon, j'arriverai pas à lire, c'est trop petit. Donc, je veux bien que tu passes à la deuxième slide, s'il te plaît. Donc, on va travailler essentiellement sur les alliances parce que j'ai que 7 minutes. Donc, le diagnostic, vous le verrez, il est très très court. Le slide 3, s'il te plaît. Vous êtes sur le slide 3. OK. Donc, il y a eu une étude qui a été conduite là en 2026. Les résultats ne sont pas encore publiés, mais on a utilisé donc ce travail pour pouvoir contribuer aujourd'hui avec du matériel qui est récent. Et vous verrez que la situation, ben, elle interpelle évidemment sur des choses qu'on connaît déjà, quoi, et qui n'avancent pas. Donc, je vais rapidement slider celle-là parce que je pense qu'on va revenir sur les éléments qui sont déjà présentés là ailleurs. Le slide 4, s'il te plaît. Donc, un résultat important, c'est quand même 80% des éleveurs qui ont été interrogés qui estiment que le franchissement des frontières est devenu très détérioré. Donc, la zone d'étude, je m'excuse, je ne l'ai pas dit, mais ce sont tous les pays qui font la jonction entre le Sahel et les pays côtiers dans lesquels intervient le RBM. Donc il y en a 9 pays qui ont et 900 éleveurs qui ont été interviewés. Donc oui, la situation se dégrade. À côté, vous avez certaines raisons qui l'expliquent. Mais en fait, je vais aller plus loin que ces simples raisons-là en abordant, comme ils l'ont fait dans leur réflexion, trois enseignements majeurs. Je veux bien qu'on aille au slide 5. Donc, un enseignement que vous avez déjà tous en tête, c'est la fermeture des espaces pastoraux. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Par contre, on assiste quand même à une modification. Bon, le pastoralisme, c'est basé sur le pastorisme, la transhumance, un certain nombre de vecteurs. Il y en a un, c'est les ressources, mais il y en a un autre, c'est les risques. Et actuellement, le vecteur risque prend vraiment une dimension de plus en plus importante dans les choix et les décisions que prennent les éleveurs. Donc, les risques, c'est la sécurité, les conflits, les embrouilles, mais aussi les interdictions, hein, puisqu'aujourd'hui, on est face à un phénomène d'interdiction de la transhumance. Ça, c'est complètement nouveau. Donc, elle reste possible, coûteuse, plus longue, plus incertaine. Voilà. Ça, c'est quand même un enseignement important qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, le vecteur ressources n'est pas obligatoirement si déterminant par rapport au vecteur risque. En termes de conflit et gouvernance, bon, les tensions agriculteurs-éleveurs ne sont que. Bon, moi, d'ailleurs, ce paradigme agriculteur-éleveur, j'ai déjà écrit dessus, est bien plus complexe qu'il ne le paraît. Les agriculteurs élèvent, les éleveurs cultivent. Bon. Mais derrière se cachent des enjeux importants, structurels, fonciers, d'accès, d'équité, de gestion des frontières et d'aménagement des territoires. Donc, dès qu'on va au contact des populations, qu'on discute avec eux sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, on se rend compte que tout ça doit être pris en compte, sinon rien ne pourra avancer. Je veux bien qu'on aille au slide 6. Les conséquences, elles sont pour tout le monde. Donc, sur le slide 6, on vous a monté la longue chaîne de ce que la mobilité apporte à toute la zone en question, frontalière, mais plus loin aussi, puisqu'on le verra, ça va en profondeur modifier un certain nombre de marchés. Donc, les éleveurs, c'est le marché, c'est les filières. Le transport, les transformateurs et jusqu'au bout, c'est les consommateurs. Donc, derrière ça, il y a quelque chose qu'on a modélisé depuis très longtemps, qui malheureusement, en fonction des soubresauts politiques qui sont mondiaux et qui ne sont pas uniquement régionaux, euh, on a aujourd'hui une infrastructure de l'intégration économique régionale qui est très fragilisée par la disparition de la mobilité ou les difficultés dont je viens de parler. Slide 7. Alors, sur le slide 7, rapidement, on vous introduit qu'est-ce qu'on a observé pendant l'étude qui mérite toute notre attention.
On constate un certain nombre d'alliances qui se mettent en place, qui existaient évidemment déjà naturellement, mais qui se renforcent à condition qu'elles soient accompagnées. Donc la coexistence, elle reste possible si elle est organisée et négociée. Ça, c'est le résultat majeur de ce que je vais présenter devant. On avance sur le slide 8. Je vais vite hein, parce qu'on a 7 minutes. Sur le slide 8, on va présenter un peu plus en détail ce que nous pensons être le paradigme de réflexion sur lequel on doit travailler dans les zones frontalières. Donc, il y a les alliances de proximité qui rejoignent les éleveurs avec leur communauté d'accueil. Je représenterai tout ça tranquillement, slide par slide. Là, je prendrai un peu plus de temps. Agriculteurs, éleveurs, mais aussi autorités coutumières et institutions publiques. Ça, c'est une première couche d'alliance. Et une deuxième couche d'alliance qui est plus macro au niveau des territoires transfrontaliers. En termes d'économie, entre le Sahel et la côte, on vient de voir la chaîne, la longue chaîne qui amène de la viande jusqu'au consommateur, entre les OP et les institutions régionales. Ça, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de travail a été investi ces 15 dernières années. Et entre données, gouvernance et décision, ça, je reviendrai un peu plus longuement parce que je crois que Blama, hier, quand on a mangé ensemble, insistait sur le fait que ça, c'est quelque chose pour lequel RBM pense qu'il y a une question stratégique et qui intéresse Interréseau. Vous retrouvez ce dont on a parlé hier. Donc, les alliances ne sont pas un complément à l'action publique, elles sont aujourd'hui la condition même. On y va, on va les présenter une par une. Donc, slide 9. Donc là, je vais m'appuyer sur ce qui est écrit, je m'en excuse, mais je ne veux pas prendre d'autres mots que ceux que Blama a utilisés. Donc il y a l'alliance entre éleveurs et communautés d'accueil. Donc ça concerne évidemment l'accès aux ressources, aux infrastructures, enfin aux ressources naturelles, mais aussi aux ressources pastorales. J'entends par là tout ce qui est infrastructure. Il y a des accords sociaux, des arrangements coutumiers et des contributions communautaires. Donc, ce sont différentes formes d'accès, mais tout ça repose sur un mot que je trouve quand même assez globalisant, la négociation. En Guinée, Côte d'Ivoire ou Mali, l'installation des troupeaux suppose une négociation préalable. Donc, c'est ce qui va de plus en plus, à mon avis, orienter la façon dont on doit parler du pastoralisme en termes d'interaction sociale. Il faut qu'on revienne aux basiques. Les basiques, c'est ça, c'est la négociation. Donc, c'est bien d'aller dans un paradigme de formalisation et je pense que RBM adhère complètement au fait que des politiques publiques puissent nous aider, mais tout doit se baser sur un seul concept, à mon avis, c'est la négociation, le droit à la négociation. Entre agriculteurs et éleveurs, dans plusieurs territoires, on le constate, hein, les agriculteurs et les éleveurs font tout ce qu'il faut pour éviter qu'il y ait des dégâts dans les champs. Les dégâts dans les champs, excepté peut-être pour certaines pratiques liées à des intérêts qui sont quand même assez, à mon avis, marginaux, les gens ont tout intérêt à discuter, à dialoguer. Donc, ce sont d'autres formes d'alliance. Il y a des exemples très concrets, comme par exemple le choix des dates de libération des champs. Dans la zone de Maradi, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre, c'est un exemple, il y en a d'autres. Ce mécanisme-là permet au contraire de renforcer les liens. En tout cas, de maintenir des liens. Renforcer, c'est un grand mot. Et là où le dialogue existe, les tensions sont donc mieux maîtrisées. C'est ce que j'avais expliqué rapidement tout à l'heure, et on va faire ce constat de façon récurrente. Les autorités coutumières et les institutions publiques, bon, je viens de l'expliquer, formalisation, négociation, comment tout ça peut s'articuler. Donc évidemment, ça implique un grand nombre d'acteurs, mais tous ces acteurs-là ont un intérêt, c'est une gouvernance qui est partagée, déjà partagée. Donc c'est une gouvernance qui est concertée, dialoguée et articulée. Slide 10. Je m'excuse, ça prend un peu du temps, mais c'est la partie la plus importante du PowerPoint, à mon avis. Les territoires transfrontaliers, ben, on vient de l'expliquer, hein, dès qu'il y a fragmentation des territoires, à partir de ce moment-là, les conséquences ne sont pas nationales, elles sont régionales. Donc, l'importance de relier collectivités frontalières, chambres d'agriculture, OP et services techniques dans différents pays. Et RBM travaille, et c'est d'ailleurs l'objet de l'étude dont je viens de parler, c'est dans ce cadre-là que les éléments que je présente ont été collectés. Économie du Sahel et côtes, bon, on en a déjà parlé, mais en fait, je donne quand même les grands marchés qui sont concernés, hein, Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, Lagos, on parle pas de, voilà, on parle de dizaines de millions de consommateurs. On n'est pas en train de parler de quelque chose de marginal, loin de là. OP, institution régionale, bon, ben, le RBM travaille en interface entre les communautés, l'État, les collectivités et les organisations régionales. Il y a les cadres de concertation et les comités de transhumance. Vous avez remarqué quand même que les grandes réunions régionales que l'on avait dans les années 2010, aujourd'hui ils sont arrêtés et que donc aujourd'hui l'accent est mis sur, là encore, la possibilité de trouver l'échelle de territoire qui permet de combiner les prérogatives régaliennes avec les réalités locales et les capacités de réflexion, enfin, d'organisation de leur propre territoire par les populations. Dernier point, et j'arrêterai là, c'est le point le plus important pour RBM, c'est la gestion de la donnée, la valorisation de la donnée.
Donc, la stratégie qui est aujourd'hui adoptée par RBM, c'est de collecter des données, de les mettre en forme pour qu'elles soient outils d'aide à la décision. Mais jusqu'à présent, ça reste les outils du RBM. Donc, la grande question, c'est comment, en effet, arriver à ce que les pratiques, les partenaires, que ce soit les États, les chercheurs, les PTF, tout le monde se réunisse autour de cette idée de comment on peut améliorer notre compréhension de la transhumance à partir de données qui sont collectées de façon, je dirais, j'allais dire inclusive, même si c'est un mot un peu bateau. Voilà. J'ai été très rapide, probablement certains s'y retrouvent, d'autres se disent waouh, est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que j'ai rien appris? Est-ce qu'on m'a enfumé? Non, c'est pas de l'enfumage, puisque tout ça, concrètement, c'est ce qui oriente aujourd'hui les stratégies, la façon de vouloir travailler, parce que c'est pas tant ce qu'on fait qui compte que comment on le fait. Merci beaucoup.